voilà, nous nous retrouvons pour cette émission BFM TV 2012 avec Jean-Luc Mélenchon, le coprésident du parti de gauche et futur candidat, en tout cas, c'est ce qu'il espère, à la présidentielle. Merci Michel Godet de nous avoir rejoints. Vous êtes économiste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire de la prospective stratégique. Et vous venez de publier Bonne nouvelle des conspirateurs du futur chez Odile Jacob. Et on vous a classé parmi les optimistes, les économistes optimistes. Vous nous avez écoutés et vous aviez envie de revenir un peu sur ce qu'on a dit, notamment sur la Grèce. Écoutez, je vais le faire sur la Grèce tout de suite, mais je voudrais quand même dire un point général. Je partage quand même une certaine forme d'indignation avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a un point commun quand même, parce que je fais partie de ceux aussi qui pensent que la France d'en haut nous a fait tomber bien bas. Donc il y a une question démocratique qui se pose, mais mon optimisme vient du fait qu'il ne faut pas accuser la mondialisation, chercher des boucs émissaires, parce qu'il y a une France d'en bas, celle des entrepreneurs, qui malgré tout arrive dans certains territoires. Il y a des départements entiers où il y a un taux de chômage de moitié du moindre que le taux national. Donc c'est possible, il ne faut pas chercher toujours des boucs émissaires extérieurs. Alors sur la Grèce, là sans doute que sur les questions d'Europe, on va peut-être pas être complètement d'accord sur la Grèce. J'espère bien que vous ne serez pas d'accord. Ce qu'il dit n'est pas faux, mais il n'a pas dit tout ce qu'il aurait pu dire de juste. Parce que aider la Grèce, c'est bien, mais à condition qu'ils payent leurs impôts. Parce que c'est pas simplement qu'on les a étranglés, c'est simplement qu'ils ne payent pas leurs impôts et que leurs comptes nationaux sont faux. Et donc c'est pas aussi contribuable français de payer éternellement les impôts des Grecs. Et c'est donc la question que je pose à Jean-Luc Mélenchon. Je veux bien être solidaire, mais jusqu'à quel point là, c'est mal parti pour être solidaire parce qu'on ne l'est pas. Et quand vous ils ne payent pas leurs impôts, vous êtes d'accord? Attendez, je ne sais pas s'ils ne payent pas leurs impôts, mais je vais vous dire très tranquillement. Les riches notamment là-bas. Écoutez-moi, très tranquillement. Supposons que tout ça a été géré en dépit du bon sens. Supposons, ce qui n'est pas prouvé. Car quand vous dites ça aux Grecs, de base, lui, il entend très mal parce qu'il ne se souvient que d'avoir pâti jusque-là. Mais admettons, est-ce que nous, les Européens, pour autant, qui normalement devrions aider la Grèce, nous devons venir là avec un gros bâton et les punir? Est-ce que nous allons mettre en danger, écoutez-moi, le système financier international et l'euro uniquement par un dogmatisme qui veut que la Banque Centrale Européenne ne prête pas directement aux États, mais que les nations soient obligées d'aller emprunter au système financier international? Nous aurions dû normalement, si nous avions des observations à faire sur la manière dont la Grèce est gérée, prêter au taux qui est celui de la BCE quand elle prête aux banques, et ensuite discuter avec les Grecs, savoir comment... Oui, c'est ce qu'a fait, on ne va pas revenir sur le passé, mais c'est ce qu'a fait la Grèce pendant des années, puisqu'elle bénéficiait de l'euro, et personne n'avait vu qu'elle empruntait au taux de l'euro général, parce qu'il y avait la confiance dans l'euro, parce qu'on savait que derrière, il y avait la puissance Allemagne, il y avait la puissance des autres pays européens qui sont excédentaires, comme l'Autriche, les Pays-Bas, et aussi la France, qui à l'époque était en bonne situation. Et on s'en est découvert qu'après, qu'ils avaient emprunté beaucoup trop, y compris auprès de nos banques nationales, parce que ça va poser un problème. Oui. C'est pas les banques internationales, c'est pas le système financier, c'est le Crédit Agricole. C'est des banques bien nationales qui se sont engagées et qui risquent de voir notre argent pas remboursé. Premièrement, ils n'ont jamais emprunté à la Banque centrale pour la raison que c'est interdit. Ils n'ont jamais pu emprunter ailleurs que dans le système financier qui prêtait des euros au taux auquel il estimait qu'il était prudent de le faire, c'est-à-dire à un taux de plus en plus élevé. Ensuite, vous dites quelque chose qui est très juste, mais qui renforce ma position, qui est de dire, est-ce que, pour imposer un dogme aveugle, nous allons précipiter la Grèce dans une situation où elle ne pourra plus rembourser? Car je le dis à ceux qui nous écoutent, si la Grèce ne peut plus rembourser, l'essentiel de ce qu'elle doit est dû à 6 banques, dont 3 françaises. Ce qui signifie que notre intérêt, notre solidarité avec les Grecs, c'est pas de leur donner de l'argent pour les enfoncer dans les dettes, mais de les aider à redonner du souffle à leur économie pour que les gens puissent à nouveau consommer et non pas être privés de tout. On ne sortira pas de la question grecque ce soir, c'est un peu technique et je crois que malheureusement les échéances sont encore devant. Et sur la mondialisation, mais sur la mondialisation et l'Allemagne, parce que je sais que j'ai lu vos propositions, elles sont d'ailleurs pas toutes chiffrées, mais je vous laisse le temps de le faire. Pas vraiment, non. Non, mais c'est pas... Et puis les chiffres, de toute façon, ce sont que des projections discutables et après on se rend compte que c'est pas toujours ça. En revanche, ce que je ne comprends pas dans tous vos raisonnements, c'est que vous dites l'Allemagne, ce n'est pas un modèle à suivre. Vous dites on n'a qu'à finalement continuer nos déficits. Et moi, surtout, je m'inquiète d'autant plus que vous êtes par ailleurs pour le développement durable. Or, le développement durable, vous connaissez la définition, je pense que vous y souscrivez, qui date de 1987. C'est celui du présent qui ne se fait pas au détriment des générations futures. Alors, ça veut dire que la dette,
Aujourd'hui, alors j'ai vu que vous repreniez ce chiffre, vous l'acquiescez donc, la dette par habitant en France, c'est 25 000 euros. Mais si vous tenez compte des engagements de l'État qui ne sont pas provisionnés, notamment les retraites pour les fonctionnaires dont je suis, c'est 50 000 euros, les fameuses normes comptables, parce qu'il faudra les payer. Et puis si vous tenez compte qu'un enfant ne rembourse que lorsqu'il est actif, tout se passe comme si chacun de nos enfants, les miens comme les vôtres, ils avaient 150 000 euros à rembourser du fait qu'on vit au-dessus de nos moyens depuis 30 ans. Et l'an passé... Je n'en crois pas un mot. Mais c'est la réalité. Attendez, l'an passé, laissez-moi finir là-dessus. On a eu 1,5 point de croissance. 1,5 point de croissance. On est content, on dit ça y est, il y a de la croissance. C'est uniquement avec 7 points de déficit public par rapport au PIB. On a arrosé le désert avec 7 litres d'eau, on n'a récupéré qu'un litre et demi. Mais les 7 litres, il faudra les rembourser. Et c'est nos enfants qui paieront. On vit au-dessus de nos moyens en prenant dans la poche nos enfants. C'est pas durable. Bon, alors, vous et moi, nous n'avons pas du tout la même approche du problème. Premièrement, c'est pour ça que vous êtes là tous les deux, vous avez compris. Oui, hein. J'avais compris que c'était ça le sujet et que sans doute ça sera à mon tour de m'expliquer. Alors, ce moment est venu. D'abord, les propositions que je fais sont chiffrées. Bon, je le dis pour que vous le sachiez. Maintenant, je veux regarder chacun de vos arguments. Il y en avait beaucoup. Je commence par celui par lequel vous venez de finir. Vous dites, nous vivons au-dessus de nos moyens. Je vous réponds, les yeux dans les yeux, non. L'État a été appauvri consciemment depuis... maintenant presque 10 ans, les exemptions de toutes sortes à ceux qui ont les moyens de payer ont coûté au budget de l'État 100 milliards. Monsieur Copé, à lui tout seul, la niche fiscale, je suis avec la niche fiscale qui exempte de ceux qui vendent leurs entreprises, a coûté 23 milliards à l'État en moins de 3 ans. Monsieur Artus, qui lui n'a rien à voir ni avec vous ni avec moi, qui est le grand patron de Natixis, lui il explique que si on taxait les revenus financiers, comme on taxe les revenus du travail, il y aurait 100 milliards de plus dans la caisse de l'État. Donc je dis à tous ceux qui voient des enfants plus nombreux dans les salles de classe et moins de professeurs, ceux qui disent qu'il faut des policiers, ceux qui disent qu'il faut des infirmiers, je leur réponds, vous avez raison et nous avons moyen de payer. Je viens sur l'Allemagne en une seconde. Je n'ai jamais dit qu'il faut continuer à faire les déficits. Je dis que l'on peut mettre d'équilibre le budget de l'État, que l'on peut réorganiser la dépense, que l'on peut faire du bien, mais à la condition de taxer la finance durement. Et sur l'Allemagne, je ne dis qu'une chose, il est faux de prendre pour modèle une économie qui ne fonctionne pas comme la nôtre. Ils ont un créneau de performance, et en seul, dans les biens intermédiaires qu'ils vendent au monde entier. Ce n'est pas notre... Ils sont meilleurs. Mais peut-être, écoutez, mais nous sommes meilleurs dans des tas d'autres domaines, nous sommes plus productifs qu'eux, nous travaillons plus longtemps qu'eux, et notre économie... Ah, ça c'est vrai. Excusez-moi, on peut s'arrêter là-dessus. Non, excusez-moi. La productivité du travail, allons-y. Non, écoutez, excusez-moi, la productivité, on mesure la vitesse de ceux qui courent, mais il n'y en a pas assez qui courent ou qui rament sur le bateau. Donc il n'y a pas assez de gens le taux d'emploi en France est de 14 points plus faible qu'en Allemagne. Parce que le coût du travail est plus élevé en France qu'en Allemagne. Et pourquoi est-ce que le coût du travail est plus élevé? Parce qu'on a 10 points de dépenses publiques de plus que l'Allemagne. On peut très bien avoir un État fort, mais efficace. Et chez nous, il n'est pas efficace. Qu'est-ce que vous faites? J'ai vu dans vos propositions... Le coût du travail n'est pas augmenté par le déficit de l'État. Qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est des charges qui pèsent. C'est la TVA qui n'est pas consacrée à réduire les charges sociales. Et alors je vais vous expliquer. Non, j'ai lu dans vos propositions qu'il fallait autant de fonctionnaires. Vous voudriez que la TVA soit affectée à la place des cotisations sociales. Vous voudriez donc augmenter la TVA de 6 points. Je n'ai pas dit ça. Ah ben si, j'ai dit que les dépenses publiques, on peut avoir, moi je suis pour plus d'État, mais plus d'État efficace. En Suède, qui est un pays social-démocrate avancé, comme vous savez. Non, c'est la droite. Ils ont supprimé le statut de la fonction publique au nom de l'égalité de traitement des citoyens. Tout le monde a un contrat à durée indéterminée. Moi je suis qu'on protège plus l'emploi dans ce pays qui est précarisé. Pas moi. Et je vous dis, qu'est-ce que vous faites, par exemple? Moi, je suis pour sur les précaires. Non, sur la fonction publique. Qu'est-ce que vous faites sur les 20 jours d'absentéisme dans les collectivités territoriales? Il y a eu 100 000 infirmiers en plus depuis 2001. Et le service n'est pas amélioré parce qu'on a financé le non-travail à 35 heures. C'est toute la différence avec l'Allemagne. Ceux qui nous écoutent auront compris qu'ils coûtent trop cher, qu'ils sont tout le temps en congé maladie. Non, pas tous ceux qui nous écoutent. Il y en a qui pensent que, comme moi, qu'il faut remettre la France au boulot. On travaille par habitant 2 semaines de moins que l'Allemagne. Non. Par habitant. C'est ça qui compte, c'est le nombre de rameurs. Mais arrêtez d'asséner des chiffres comme ça. Vous mélangez tout, les chômeurs et les actifs. Écoutez-moi, monsieur, par respect pour ceux qui travaillent, les travailleurs français ont une productivité plus élevée que celle des Allemands. C'est quoi la productivité? Un indicateur d'exclusion. Non mais là, il y a une confusion sémantique. C'est la valeur ajoutée par actif. Il n'y a pas assez d'actifs au boulot. Mais c'est une autre question. Je vous parle de ceux qui sont... Qu'est-ce que vous faites sur les fonctionnaires? Donc revenons sur les fonctionnaires, parce qu'il disait... J'ai compris.
un État plus efficace. Il faut un État plus efficace, avec des fonctionnaires qui soient plus efficaces dans un certain nombre de domaines. En revanche, inutile de le répéter, j'avais compris. Je dis que ces propos sont déjà en soi inacceptables. C'est la Cour des comptes. L'État est efficace, s'il vous plaît, monsieur. Vous parlez tout seul ou vous me supportez une réponse. Non, mais je vous en prie. Non seulement je pense que l'État a été mis dans des situations de quasi-survie dans des dizaines de domaines, c'est-à-dire qu'on a tellement comprimé, tellement supprimé de monde, que les fonctionnaires qui s'y trouvent ont un mal de chien à le faire fonctionner. Alors je vais vous fâcher tout rouge, vous allez voir, monsieur. Dans les 3 fonctions publiques de l'État, il y a comme une prémisse de votre rêve 780 000 personnes qui ne sont pas des fonctionnaires, qui sont des précaires avec des contrats à durée déterminée. Alors, vous me posez la question de ce que je compte faire, eh bien je vous réponds. Si c'est moi qui dirige ce pays, ces 780 000 personnes seront titularisées. Par le moyen, pour ne pas toucher au statut de la fonction publique, car je ne veux pas le détruire, d'un examen professionnel qui permet de transposer dans la fonction publique la fonction qu'accomplit la validation des acquis d'expérience dans le domaine privé. Voilà ce qu'il faut faire. Bien, mais les 20 stabiliser. Comment vous les traitez? Une petite seconde. Les 20 jours d'absentéisme, d'abord, il faut que je le vérifie. Territoriale, hein. Oui, non mais arrêtez. Mais pourquoi être si méprisant pour les gens? Sont-ils malades ou pas, monsieur? Non, pas du tout. Ils ne sont pas malades. Donc vous venez, cher professeur, de déclarer que les gens qui sont en arrêt de maladie ne sont pas malades? C'est ça que vous dites? Je suis en train de vous dire qu'il y a un déficit de management dans nos administrations. C'est ça. Qui ne vient pas des gens. Ils ne sont pas responsables. Vous avez entendu parler des suicides au travail, monsieur? Rabattez votre arrogance. Les gens travaillent très dur. Et lorsqu'ils disent qu'ils sont mal, ils le sont vraiment. Non, je constate qu'à la ville de Montpellier, il y a 26 jours d'absentéisme parce qu'il y a un déficit de management. Peut-être qu'il y a des sureffectifs dans certains endroits et des sous-effectifs dans d'autres. C'est tout ce que vous trouvez à dire. C'est tout ce que vous trouvez à dire sur la situation d'aujourd'hui. Ce sont des propos de café du commerce. Pas du tout. De dénoncer les gens qui sont malades en disant que ce sont des tirs au flanc. Il a parlé d'État inefficace. Non, là, attends, madame, je m'excuse, il vient de dire qu'il y avait des gens qui avaient 20% d'absentéisme qui étaient indus. 20 jours. 20 jours. Ça a augmenté depuis la RTT, je vous donnerai les chiffres, ça peut... Et qu'est-ce que vous en déduisez? Que ces gens qui sont... Pourquoi ne sont-ils absents? Je dis simplement que ça mérite d'être regardé de plus près et essayer d'améliorer. C'est tout ce que vous avez comme... C'est ça que vous avez comme réponse. Dans le temps imparti, je dis qu'il faut... Je vais vous raconter la vie, vous n'avez pas l'air de la connaître. De l'Europe, 56%. Imaginez-vous, monsieur, écoutez-moi, imaginez-vous que vous êtes employé, non pas dans une collectivité locale, mais que vous arrivez à travailler à Pôle emploi. Vous commencez votre journée, vous avez un nombre d'appels que vous devez passer. Vous savez, avant d'avoir commencé la journée, que vous n'y arriverez pas parce que personne ne peut y arriver. Et comme vous n'êtes pas assez nombreux, eh bien les gens qui font cette tâche, premièrement, sont devant ce qu'on appelle des injonctions paradoxales. Une consigne qu'on ne peut pas appliquer. Donc les gens craquent et c'est pourquoi, à certains moments, ils retournent la violence contre eux et que vous avez autant de suicides au travail. Si vous ne comprenez pas ça, si votre seul message est de dire travailler encore, eh bien c'est une logique qui ne peut que mal tourner. D'abord, je considère que ce qui me gêne un petit peu dans tout votre discours, c'est ce côté un petit peu misérabiliste, car on voit dans l'ensemble du monde aujourd'hui, je reviens du Brésil, et j'étais en Chine il y a 2 ans, ils considèrent qu'il y a une période de croissance sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Réjouissons-nous, l'économie de marché, elle doit être corrigée, amendée, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et essayons d'améliorer. On parle d'autre chose là encore. Non, on parle de la même chose. Essayons d'améliorer, de nous poser la question, comment font nos voisins? Il n'y a pas que les Allemands, il y a les Autrichiens, les Pays-Bas, c'est pas des régimes totalitaires. Comment font-ils pour être exportateurs, être plus compétitifs que nous? Ils se sont posé la question, ils ont un excédent extérieur. Nous, 40% de nos déficits vient de l'Allemagne. C'est pas les pays à bas salaire que vous évoquez. Donc, faut se poser la question sur une idée, n'en prenez pas. Mais non, toutes ces idées sont liées. Tous ces problèmes, je me perds ces problèmes-là sont liés, cher monsieur. Écoutez-moi, comment l'Allemagne a-t-elle pu augmenter sa compétitivité sur le marché mondial? Par la modération salariale. Voilà. Et 5 fois plus d'apprentis. Une seconde. Les apprentis, c'est une autre paire de mains. Ce que vous appelez la modération salariale, c'est ce résultat que 20% de la population active a vu au cours des 5 dernières années son revenu diminuer et que presque 15% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Super Renault par habitant. Excusez-moi, les chiffres ne confirment pas ce que vous dites. Mais il suffit de voir le niveau de vie des Allemands quand on va en Allemagne. C'est cher pour nous. Mais écoutez, franchement, aller au café du commerce, soutenir ça, ce dont je vous parle, vous êtes habitué. Mais je veux bien, merci. Pourquoi pas? Mais nous avons à discuter sur des valeurs, sur des chiffres, sur des choses qui existent. Vous avez rencontré un syndicaliste allemand. Vous savez ce qu'est le plan Ars 4? Vous savez qu'ils ont gestion que nous. Écoutez, beaucoup plus vous savez que l'âge de la retraite a été porté jusqu'à plus de 65 ans dorénavant. Compte tenu du vieillissement
vieillissement de la On n'est pas population. d'accord. Ben oui. On n'est pas Vous allez d'accord, financer monsieur. comment les retraites? Je pourrais vous l'expliquer très facilement, Ah oui. nous ne sommes pas d'accord. Non, Je suis pour qu'il y ait je sais un bien. État pas seulement efficace, mais que les gens puissent travailler en des conditions décentes Mais pour moi rendre le aussi, service bien qui est attendu évidemment. Parce d'eux. qu'il y a une question sur laquelle Deuxièmement, vous pourrez être d'accord, c'est sur l'intégration des immigrés, puisque pour Michel Godet dans son livre, c'est un bel objectif, un objectif important et enrichissant. Je me trompe ? Ah ben, là, je suis. Moi, en plus, j'ai vécu dans les cités aux Mureaux quand j'étais adolescent. Donc, c'est un problème auquel je me sens très partie prenante, en quelque sorte. Et je constate qu'on a besoin de 25 millions d'immigrés nouveaux en Europe d'ici à 2030 pour des raisons démographiques. Des bras et des cerveaux qui vont nous manquer. L'immigration légale telle qu'elle est décrite Il faut par Claude essayer. Guéant qui dit il faut que ce soit une immigration qu'il de n'y en ait travail et pas pas. une immigration de guichet, comme on dit. Mais je constate aussi que malheureusement, aujourd'hui, on a concentré les handicaps dans certains quartiers. Et je n'ai pas encore vu des propositions, mais vous en aurez sans doute là-dessus. Et malheureusement, qu'est-ce que vous proposez pour les diluer, ces handicaps? Personnellement, j'ai une proposition très simple. C'est comme ce qu'on a fait pour les enfants d'agriculteurs dans les années 50. On leur a donné tous des bourses pour leur donner des lieux d'insertion dans les internats qui leur permettaient de trouver des lieux de sociabilisation qui n'avaient pas toujours à domicile. Et ça a marché. Donc c'est un peu la proposition que je voudrais tester auprès de vous. Qu'est-ce que vous proposez pour les enfants d'immigrés qu'on met dans des classes où parfois il y a 80% d'enfants non francophones? écoutez, d'abord, il faut arrêter de parler comme on le fait, je ne dis pas que ce soit votre cas, de l'immigration comme s'il était à charge de notre pays. La vérité des chiffres, c'est que les immigrés, on parle donc de ceux qui ne sont pas français, n'est-ce pas? Beaucoup, leurs enfants sont français et nous en sommes à la 3e génération. Et moi, j'en suis heureux, je le dis ouvertement. Je pense qu'il faut faire France de tout bois et que si nous sommes une nation jeune et dynamique, eh bien c'est tant mieux pour nous. J'ajoute que dans l'immigration, s'il est vrai, pour la première génération, qu'il y a souvent des problèmes plus important pour les enfants que pour les autres, pour le reste, c'est souvent un facteur d'élévation du niveau, car dans les familles immigrées, on se sacrifie pour que les enfants fassent de belles et bonnes études, et le plus souvent, ils y parviennent. Et il y a ceux qui échouent, mais comme échouaient auparavant, les pauvres, quelle que soit leur nationalité. Donc, nous devons considérer que nous avons là une chance plutôt qu'un handicap, et que les immigrés rapportent plus. Les immigrés, ça sont des faits. Les immigrés donnent plus, je parle des immigrés, donnent plus au pays qu'ils ne prennent. Maintenant, quelle est la solution à notre problème? Mais qui peut croire à cette immigration de guichet? Je n'y crois pas une seule seconde. Les gens ne sont pas dans tel ou tel petit village où il n'y a plus aucune activité possible parce que l'Europe est tellement brutale, on a tellement ouvert les marchés que les produits arrivent et disqualifient, pardon, écoutez-moi, disqualifient leurs produits. Donc les gens immigrent. Ils ne se renseignent pas avant pour savoir où est la sécurité sociale la plus intéressante entre des Allemands, des Italiens et des Français. Tout ça est ridicule. Ils émigrent et ils font pour le mieux. Et une fois qu'ils sont là, et ils y sont aujourd'hui, alors il y a une solution qui vaut pour eux comme pour tous les autres, du travail. Donner du travail aux gens. Et alors, la société tout entière va respirer. Pour qu'il y ait du travail, il faut donc qu'il y ait un coût du moteur. travail moins fort. Comment les employés, Renault dit je produis à l'extérieur parce que le coût du travail est trop élevé en France. Ils produisent en Espagne et en Tchéquie. Alors votre solution c'est serait Renault qu'en pourtant un France, constructeur national. Votre solution serait donc qu'en France, on ajuste les niveaux sociaux sur ceux des pays à bas Je dis salaire. simplement qu'il faut cesser de monter les Je charges dis qu'il qui faut pèsent sur les cesser de entreprises. prendre des arguments qui sont des prétextes uniquement pour exploiter les gens et les maltraiter. Si nous avions du protectionnisme aux portes de l'Europe, ce que je souhaite, eh bien nous n'en serions pas là. Si On finirait comme l'Albanie. Si, oui, comme l'Albanie. Bah oui. Eh bien écoutez, l'Albanie, c'est pas moi qui l'ai amené. Ensuite, on aurait à l'intérieur des frontières de l'Europe la possibilité d'avoir une planification écologique qui permettrait de redéployer nos moyens. Vous rêvez d'une Europe socialiste, ce n'est pas le cas aujourd'hui malheureusement. Alors monsieur, qu'est-ce que vous dites? Une Europe planifiée. Donc il faut ajuster sur les plus bas salaires, ouvrir les frontières, laisser les marchandises entrer et gémir et pleurer. Et en Autriche et aux Pays-Bas pourrait marcher aussi chez nous. Non, ça ne marche pas. Réduisons nos gaspillages. Ça ne marche pas, monsieur. Merci beaucoup à tous les deux. J'imaginais que le débat serait animé. Dénigré. Je vous avais dit que le débat serait animé. Il l'a été. Merci infiniment.